Allez, c'est parti. On va démarrer donc ce dernier webinaire de l'année dédié principalement au guide de lecture V8 et également quelques informations, hein. Vous en avez l'habitude maintenant avec l'ISQ. Donc aujourd'hui, je serai accompagné de Benjamin qui fait son retour à la logistique, hein. Il remplace notre cher Louis au pied levé qui a eu un heureux événement en cette fin d'année 2023. Et notre ami Marc est en distanciel de chez lui. Voilà, donc j'ai mis un sapin à mes côtés pour le remplacer physiquement. Donc Marc, je te laisse te présenter, hein, même si je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis la dernière fois. Non, non, pas de changement. Et en plus, sur la photo, j'ai même pas les petites boules comme sur le sapin. Donc voilà, je suis un très beau sapin pour te tenir compagnie pour ce dernier webinaire de l'année 2023. C'est ça, exactement. On devrait se mettre en couleur, hein. En noir et blanc, on est un peu tristouné là. Et alors, Raphaël n'a pas changé. Moi non plus, pareil, hein. Peut-être quelques cheveux blancs en plus, hein, de la Voilà, barbe, et sinon globalement le même. on est bon. Allez, donc voilà, donc c'est vrai, comme l'a précisé Raphaël en introduction, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier webinaire. Et alors, je le sais, et on le sait, hein, normalement très attendu par de très nombreux prestataires de formation, puisqu'on va traiter de la V8, bien évidemment. Allez, c'est parti, on commence. On reprend au tout début là. C'est quoi Calliope, Marc? Oui, oui, bah, c'est juste un rappel et ça permettra de faire quelques petits clins d'œil aussi à ce nouveau guide de lecture V8. Bon, rappelons quand même que c'est avant tout une attestation qui est délivrée par une tierce partie. Donc, une tierce partie, ce peut être un certificateur comme l'ISQ qui est dit COFRACé ou une instance de labellisation reconnue par France Compétences. Mais c'est bien en fait, on est bien là pour certifier des processus. Je rappelle, comme le fait Stéphane Rémy, la DGEFP, que nous ne certifions pas la qualité ni des intervenants ni des contenus, mais bien les processus mis en œuvre. Et donc, c'est la mise en œuvre en lien avec, dans tous les cas, le référentiel national qualité. Et aussi, c'est ça, on retrouve ça dans le préambule, donc c'est le premier clin d'œil à notre V8. L'audit de certification se distingue bien d'autres contrôles réglementaires, et contrôles, en tous les cas, des obligations réglementaires qui s'imposent aux organismes de formation. Et ces contrôles peuvent être, eux, réalisés, que ce soit la DRIET ou, ça c'est Île-de-France, ou les DRETS, les OPCO et autres financeurs publics. Donc, être certifié Calliope ne vous dispense pas et ne vous empêchera certainement pas d'être contrôlé, à défaut d'être audité, par d'autres instances, bien évidemment. Merci Marc pour ces informations. Et oui, alors là, moi, je te repasse la parole puisque c'est toi qui travailles toujours sur cette cartographie des certifiés. Qu'en est-il avec un comparatif en fait entre le début septembre et le 5 décembre dernier? Alors, on voit que le nombre a diminué quand même, hein, moins grosso modo 8000, moins 8000 NDA par rapport à début septembre, donc ça nous fait moins 6%. Et au niveau des prestataires certifiés Calliope, on a moins 1500, ce qui représente moins 3% des certifiés Calliope. Donc ça y est, hein, les campagnes de caducité menées par l'INRETS sont terminées, hein. Entre septembre et décembre, on a eu donc pas mal de retraits de NDA, hein. Certains ont réagi, ont fait les démarches nécessaires pour pouvoir réactiver les NDA, et d'autres, peut-être suite à des fermetures ou autres, n'ont pas souhaité mener les actions pour activer leur NDA, ce qui nous amène à un comptage en fin d'année à 117 000 NDA actifs et 43 774 prestataires certifiés Calliope. Toujours Et, 37. et rappelons, et rappelons, Raphaël, avant que tu enchaînes, c'est que certains prestataires ne sont peut-être même pas informés, hein, qu'ils ont perdu leur NDA, puisque nous vous rappelons que les DRETS ne vous informent pas de la caducité de votre NDA. C'est à vous de vérifier. Effectivement, exactement. Nous, à l'ISQ, on prévient, mais voilà, ce n'est que nous de notre côté. Et donc, 37 certificateurs, 8 instances de labellisation, et on a 37% des NDA actifs qui sont certifiés Calliope par ces 37 certificateurs et répartis dans la France, hein, comme vous avez l'habitude de le savoir, avec essentiellement l'Île-de-France et la région Aura qui contient, on va dire, l'essentiel des NDA actifs. Et ensuite, Marc, cette année 2023 touche à sa fin, on va dire, et c'était quand même une grosse année, la deuxième partie essentiellement, hein, après les vacances, où il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions.
Alors c'est vrai, on a vraiment le sentiment que, en tous les cas, nos amis du ministère ont œuvré pendant toute l'année 2023 et essentiellement, on va dire, fin du premier semestre et deuxième semestre, à mettre, eh bien, en tous les cas, à jour un certain nombre de choses. Donc c'est vrai que nous avons un nouvel arrêté le 31 mai dernier. Déjà, c'est le premier grand point d'orgue des évolutions. Donc derrière ça, il y a eu la mise à jour du fameux question-réponse, puisqu'on est passé sur la V2 au mois de septembre dernier. On a eu bien évidemment notre fameuse V8 du guide de lecture qui est arrivé hein, donc le 23 novembre dernier pour une mise en œuvre au 24 janvier prochain. Et on sait qu'il y a également un décret qui devrait sortir. On en attend plusieurs, mais en tous les cas, celui qui devrait sortir, et on va en parler un petit peu, fait référence en fait à tout ce qui est organisme certificateur et organisme financeur. Le fameux décret en lien avec la sous-traitance et le CPF ne devrait peut-être pas sortir d'ici la fin de l'année. Donc, une grande évolution. Et donc, vous aviez de quoi pouvoir nourrir votre veille légale et réglementaire sur toute la fin d'année 2023. Mhm. Et donc ce décret, donc tu as mentionné à l'instant, qu'est-ce qui nous dit un peu de plus? Bon, en fait, le nouveau décret qui va sortir, bien évidemment, va être relatif aux organismes certificateurs et au contrôle des financeurs. Et on nous dit bien que les contrôles des financeurs permettent de s'assurer de la réalisation et de la qualité des actions financées au regard des obligations légales, réglementaires et conventionnelles. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain, vous pouvez tout à fait être également audité par ex-Datadog, par exemple, mais également par d'autres financeurs, que ce soit la région, que ce soit Pôle emploi et autres. Et rappelons simplement qu'aujourd'hui, lorsque nous avons un NDA, quelque part, si on va chercher la certification, et bien là, c'est que l'on souhaite sécuriser nos financements publics, si tant est bien évidemment que vous souhaitiez en bénéficier, que ce soit le CPF, que ce soit Transition Pro, que ce soit des financements de région, de Pôle emploi, et bien évidemment pour tous les centres de formation par apprentissage. Et d'un autre côté, vous avez également une obligation de sécuriser votre droit d'exercer la formation. C'est remplir votre obligation de déclaration de BPF si vous ne voulez pas qu'il soit, votre NDA soit caduque. Mais bien évidemment, vous devez respecter un certain nombre d'obligations réglementaires, puisque une non-conformité réglementaire ne peut pas être source d'une non-conformité Calliope, que ce soit bien clair ici. Un auditeur sur le CNQ n'est pas un contrôleur de la DREP, ce n'est pas un contrôleur URSSAF et encore moins un contrôleur des impôts. Très bien, merci Marc pour ces précisions. Et au niveau organisme certificateur, quelles sont les futures obligations? Alors, c'est vrai que, bien, il n'y a pas que les organismes de formation qui ont des obligations. Nous aussi, en tant que certificateurs, on en a un certain nombre, entre autres de respecter une norme pour être cofraqué. Maintenant, le décret précise que les certificateurs vont devoir communiquer, alors, ainsi que les instances de labellisation, mais pour ce qui est des certificateurs auprès du ministère et ce, à fin mars, un certain nombre d'indicateurs de performance. Si on veut faire un petit clin d'œil là aussi à Calliope, donc le nombre de prestataires certifiés, le nombre d'audits réalisés, par type d'audit, le nombre de décisions de refus, de suspension, de retrait, nombre d'organismes dont l'audit a fait un état de non-conformité. Autre élément important qu'on devrait avoir demain, c'est le top 5 des indicateurs sources de non-conformité avec le détail des motifs et le nombre d'organismes concernés. Donc, pas mal de choses qui vont être communiquées demain, ce qui permettra peut-être aussi de faire un vrai benchmark. Ce sera utile pour les certificateurs, mais ça pourrait être aussi utile pour les audités si jamais ils ont des velléités de changer de certificateur. Très bien. Comme on l'a dit plus tôt, l'année 2023 a été source de grands changements, notamment l'arrêté du 31 mai qui a précisé quelque chose de très important, c'est le prérequis de la mise en œuvre d'au moins une action pour être certifié sur la catégorie. Alors, bien évidemment, ça, c'est alors forcément, c'est important et c'est mis en œuvre depuis le 1er septembre. Donc, c'est simplement un rappel hein, pour ceux qui nous suivent et ceux qui ont lu l'arrêté dans le détail. Maintenant, il faut savoir que ça va aussi s'appliquer, bien évidemment, dans le cas de tous les audits de renouvellement, y compris après la mise en œuvre de cette fameuse V8. Et quant au guide de lecture, c'est à partir de quand qui sera applicable cette V8?
Ah, la voici, la fameuse V8. Eh bien, le 24 janvier 2024, 24-24, 24-1-24, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, bien évidemment, à partir de cette date-là, pour tous les audits de renouvellement, il y aura forcément la prise en compte de l'arrêté du 31 mai. Il y aura bien évidemment la prise en compte également de la V2 du question-réponse qui est sortie au mois de septembre et la fameuse mise en œuvre de la V8. Donc, c'est à partir du 24 janvier, tous les audits seront réalisés sous cette nouvelle version. D'accord. Et donc, non-conformité si les organismes ne respectent pas cette V8. Ouais, on reviendra peut-être dessus, voir si on est aussi intransigeant que ça, mais l'idée, c'est quand même celle-ci, oui. Et donc voilà, on va rentrer en détail, hein. Vous l'attendez tous. La V8, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, Marc, quels sont les enjeux de cette V8? Bah, les enjeux pour nos audités, hein, c'est bien évidemment, et aussi le certificateur d'ailleurs, hein, c'est déjà de pouvoir s'approprier cette nouvelle version. Pour ce qui est des audités, eh bien de pouvoir démontrer qu'ils se sont mis en conformité. Ça va être de devoir démontrer la mise en œuvre d'un plan d'action de mise en conformité, parce qu'on peut bien évidemment supposer qu'entre le moment où c'est sorti prenant en compte qu'il va y avoir la période de fin d'année et des fêtes, que toutes les évolutions qui pourraient être nécessaires chez les certificateurs n'auront pas été mises en œuvre. Et si ce n'est pas le cas, ben, il faudra bien que le prestataire puisse démontrer à ce moment-là qu'il a quand même eh bien, initié et pris en compte ce qu'il va devoir changer. Et puis aussi, et en lien avec une des évolutions de ce guide de lecture, en lien avec l'indicateur 23 et la veille, ça permettra aussi aux prestataires de démontrer la diffusion et la sensibilisation auprès des équipes sur cette évolution. Très bien, ok. Et alors, dans une première lecture, en global, qu'est-ce qui change sur ce nouveau guide de lecture? Bah, il y a beaucoup de choses. Après, on va revenir bien évidemment en détail, hein, critère par critère et non pas indicateur par indicateur. Bah, il y a un nouveau look déjà sur les pages, on va y revenir. Il y a un préambule qui est plus long avec 2 pages ici rédigées. Des attendus ont été revisités, des non-conformités, elles aussi, ont été revisitées. On ne parle plus d'éléments de preuve, mais il est bien noté maintenant explicitement exemple de preuve. Les exemples ne sont pas forcément une obligation, si tant est qu'il faille le rappeler. Il y a aussi un fléchage beaucoup plus important des missions des CFA dans certains indicateurs, une plus grande richesse d'exemples de preuve, un renforcement d'un certain nombre d'obligations spécifiques qui ne sont généralement qu'un rappel d'une réglementation qui pouvait exister même bien avant Calliope, si on fait un petit clin d'œil cette fois-ci à la FOAD. Il y a un renforcement également des nota bene qui peut permettre bien d'avoir une meilleure compréhension des attendus. Et enfin, une plus grande richesse du glossaire. Donc, voici un petit peu toutes les évolutions qu'on a pu observer et on va revenir sur certaines dans le détail. Exact, pas mal de changements sur cette V8. Donc, tu nous as dit un préambule plus long. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, ce préambule? Bah oui, c'est vrai qu'on a un préambule qui est plus long, 2 pages. Alors, pour nous, ce qui est précisé semblait être une évidence, en tous les cas pour ISQ certification. Mais quelque part, si ça va sans le dire, ça va peut-être mieux en le rappelant. Alors, premier point important, il est aujourd'hui précisé qu'une conformité repose sur l'appréciation de l'auditeur quant à la mise en œuvre des exigences et non sur la seule présence ou l'absence de l'un ou plusieurs éléments de preuve listés. Donc, un auditeur n'est pas là pour avoir une liste et cocher si tel et tel document présenté comme exemple de preuve est présent. On nous dit également que l'appréciation par l'auditeur des exigences du référentiel national qualité doit être proportionnée et cohérente avec les caractéristiques de la formation, formation courte, longue, individualisée, sur catalogue, certifiante, non certifiante. Donc là aussi, eh bien, ça va peut-être amener pendant certains temps à devoir aligner quelques curseurs entre auditeurs, voire certificateurs. On nous dit également que les indicateurs peuvent être audités de manière chronologique. Je commence par le 1, je fais le 2 et le 3, ou alors je peux prendre un autre ordre, bien évidemment, si tant est qu'il y a une cohérence entre les indicateurs, et on va voir un exemple, et qu'un élément de preuve peut être présenté pour attester du respect sur plusieurs indicateurs. Donc, ce n'est pas parce qu'on a valorisé un document
un élément, un process à l'indicateur 1, que je ne peux pas le réutiliser plus tard, bien évidemment. Et lorsque on parle de est-ce que je fais un audit chronologique ou non chronologique, typiquement, si j'observe un dossier relatif à une personne en situation de handicap, je pourrais tout à fait eh bien, ensuite suivre une certaine cohérence et vous dire tout de suite, de l'indicateur 1, vous avez cette obligation de communication. Ah, mais tiens, est-ce que vous en avez eu un? Comment faites-vous pour les identifier? Ça va être l'indicateur 4. Dans quelle mesure cette identification, indicateur 4, vous a permis eh bien, d'avoir des aménagements au niveau de la conception de votre prestation? Ça va être l'indicateur 6. Ou dans la mise en œuvre de la prestation, ça va être l'indicateur 10. Éventuellement, dans la sélection de vos intervenants, qui pourrait être le 18, qui pourrait être le 21. Et enfin, bien évidemment, une obligation de traçabilité. Et on va retrouver ça avec l'indicateur 26. Et on pourrait même aussi, pour ceux qui font du certifiant, voir dans quelle mesure vous avez mis en œuvre, par exemple, un tiers-temps. Donc, on peut tout à fait auditer plusieurs indicateurs sans respecter l'ordre Mhm. chronologique, si tant est qu'il y ait cette cohérence de thématique à minima. Mhm. Effectivement, beaucoup de choses sont liées entre indicateurs. Et alors, le nouveau look, qu'en est-il de ce nouveau look, Marc? Bon, en fait, il n'y a pas de grands changements majeurs, hein. Simplement quand même, et je réinsiste, hein, il est bien noté maintenant exemple de preuve et non plus élément de preuve. Donc, c'est bien dire que ce sont simplement des éléments qui ne sont pas obligatoires. J'insiste également sur le nota bene avec qui peut avoir un impact, tout comme le glossaire d'ailleurs, hein, sur les éléments de preuve et les attendus. La non-conformité, elle est toujours présente et on verra que sur le 30, elle a quand même bien changé. On a également toujours le niveau attendu, c'est ce que vous devez démontrer en tant qu'audité et c'est ce que l'auditeur, lui, va essayer de voir avec vous, de découvrir dans quelle mesure vous êtes capable de démontrer votre respect du niveau attendu. Et puis, bien évidemment, un rappel des obligations spécifiques qui sont beaucoup plus nombreuses dans ce nouveau guide de lecture. Exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui, on va tout voir aujourd'hui ou pas? En fait, on va surtout survoler, hein, bien évidemment. Ceci est un webinaire, ce n'est pas une formation. Je pense qu'avec toutes les évolutions et qui pourraient donner lieu d'ailleurs à un question-réponse potentiellement relativement long, non, nous n'avons pas le temps de tout voir dans le détail. Peut-être une réflexion à avoir pour nous côté ISQ, de se dire, tiens, est-ce qu'en janvier, on ne pourrait pas faire une série de peut-être 7 webinaires ou de 3 webinaires et de prendre peut-être critère par critère un décryptage plus important. Il faut aussi se dire que les certificateurs, tout comme vous, auditez, nous avons aussi besoin de nous approprier ce guide de lecture pour voir ce que l'on va donner comme instruction aux auditeurs lorsqu'ils iront vous rendre visite. Il est possible que nous sollicitions peut-être la DGEFP sur quelques clarifications. On ne va pas dire qu'on aura besoin d'un guide de lecture, du guide de lecture, mais c'est vrai que quelquefois, ce serait quand même bien qu'on soit certain de ce qu'on va aller observer. Donc, on va surtout se concentrer sur une mise en avant des éléments majeurs pour vous permettre de peut-être faciliter votre lecture et que vous puissiez vous concentrer sur quelques points et voir si ce que vous faites aujourd'hui est en phase avec le nouvel attendu ou ce qui peut être demandé. Exact. Du coup, je te laisse la main pour commencer sur l'indicateur 1. Encore, allez, qu'est-ce qui change un peu sur sur ce premier critère? Alors, vous voyez, hein, entre parenthèses, des chiffres. Donc, généralement, on a fait ici référence à l'indicateur qui est concerné. On va traiter ça critère par critère. Et c'est vrai qu'on va faire un ping-pong avec Raphaël pour qu'il parle un peu plus que moi, et en tous les cas plus que d'habitude. Alors, un rappel déjà, c'est que le critère 1, qui est votre obligation de communication, alors déjà, on parle bien de communication pré-contractuelle, et ça, c'est noté dans le nouveau nota bene hein, de l'indicateur 1. Ce qui est intéressant, c'est qu'on doit donner l'information sur le contenu de la prestation. Avant, il n'y avait pas le mot contenu, et les items doivent être à jour et non plus datés. Donc, quelques évolutions. Je pense que l'évolution importante ici, c'est sur le contenu de la prestation et pas simplement une information sur la prestation. Il est également précisé dans le nota bene qu'il peut y avoir une complémentarité, ça on le savait, mais au moins c'est écrit maintenant, entre les supports d'information, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager une information peut-être non exhaustive sur les items, les fameux 10 items, si tant est qu'on puisse démontrer qu'elle va être complétée en amont de la contractualisation, peut-être par une proposition commerciale ou un document, lui, qui viendrait bien permettre de matcher ces 10 items.
Il y a également quelque chose qui est précisé, ça c'est important, et je pense à tous nos amis du marketing et de la com, hein, qui vont avoir un petit peu de boulot d'ici le 24 janvier, mais pour les formations certifiantes, donc on est bien sur le RS et le RNCP, et bien en tant que prestataire, vous allez devoir communiquer demain, en tous les cas à compter du 24 janvier ou plus tard, sur le libellé exact de la certification, le code donc du ORNCP ou ORS, le nom du certificateur et la date d'enregistrement de la certification. Alors, c'est vrai qu'on a vu que beaucoup de prestataires mettaient un lien, généralement, hein, depuis leur site ou depuis un PDF sur la fiche de France Compétences. Il est possible que ceci ne soit plus considéré comme suffisant parce que rien ne nous prouverait demain que eh bien, le bénéficiaire potentiel a bien cliqué pour avoir accès à cette information. Après, en lien avec l'indicateur 2, là aussi, il y a une réécriture quand même du niveau attendu. Et hier, on devait communiquer des informations chiffrées sur le niveau de performance et d'accomplissement. Et aujourd'hui, on doit toujours communiquer sur une information chiffrée, donc on veut vraiment du chiffre, hein. Le fait que l'on puisse préciser que Raphaël est le meilleur auditeur que la Terre ait porté ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est savoir c'est combien il a fait d'audits, quel est le taux de satisfaction des audités, peut-être. Mais là, ce qui est important, c'est une information chiffrée permettant de suivre les résultats de la prestation au regard des objectifs. Et donc là, je pense qu'on va avoir un certain temps de travail avec les auditeurs pour qu'on s'entende sur ce que l'on va regarder et qu'est-ce qu'il faudra présenter. Puisque si c'est au regard des objectifs, si j'ai 50 formations au catalogue différentes, on pourrait partir du principe que j'ai peut-être 50 objectifs différents. Donc voici un vrai sujet. Toujours avec l'indicateur 2, il est noté dans les exemples de preuves, il est noté maintenant par formation. Donc, est-ce que nous allons aller chercher bien des éléments chiffrés par formation? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien des informations chiffrées par catégorie, puisqu'en fait, nous certifions 4 catégories d'actions potentielles. VAE, bilan de compétences, apprentissage et forme FPC, d'une façon un peu plus générale. Et donc là, clairement, on ne peut pas se contenter pour un organisme qui fait du certifiant avec de la VE, de la formation et de l'apprentissage, d'avoir un seul taux de certification. On cherche bien des éléments chiffrés par catégorie, puisqu'on pourrait très bien certifier une catégorie et vous refuser ou vous retirer la certification sur une autre. Il est également précisé, et là c'est important, ce sont pour nos amis qui s'investissent dans la formation par apprentissage, que si les données ne sont pas disponibles sur un Serjeune, puisqu'on sait que ça va jusqu'au niveau BTS, eh bien, vous allez devoir calculer et diffuser les indicateurs attendus. Alors, il est vrai qu'il y en a un qui est un peu sensible, qui est la fameuse valeur ajoutée. Nous vous avons mis ici un lien qui vous renvoie sur un petit manuel qui explique comment est calculée la valeur ajoutée. Je ne sais pas si tout le monde pourra s'y coller, mais en tous les cas, voilà, une obligation qui vous est faite. Et sur le 3, il est rappelé qu'on doit bien communiquer sur l'intégralité des items qui sont présentés dans la définition de l'indicateur. Il n'y avait pas intégralité hier. Vous allez devoir communiquer sur le taux d'obtention de la certification lié avec le taux de présentation à l'examen. Puis un dernier élément aussi très intéressant ici pour ce qui est du RNCP, c'est que en fait, vous allez devoir communiquer sur un taux d'insertion global et un taux d'insertion dans le métier visé par les titulaires de la certification. Donc, en gros, j'ai fait un master de, je ne sais pas, on va aller dire de marketing digital. Eh bien, je vais avoir un taux d'insertion. Eh bien, oui, j'ai 80%, mais peut-être que dans ces 80%, j'ai 2 équipiers chez McDo. J'en ai un autre qui travaille, je ne sais pas, moi, qui est saisonnier dans une station de sport d'hiver. Eh bien, en fait, ce n'est pas forcément l'objectif, en tous les cas de la maîtrise ou du master qu'ils ont passé. Donc, il va aussi falloir aller chercher le taux d'insertion dans les métiers visés parce qu'ils ont préparé. Et alors, Raphaël, maintenant, c'est à toi de parler un petit peu. Hein, critère 2, un certain renforcement, là aussi, des exigences. De quoi parlons-nous? Exactement. Alors, pour commencer, l'indicateur 4, donc, qui concerne l'analyse de besoins et une évolution spécifique concernant l'alternance et la CFA.
Désormais, il va falloir que l'analyse de besoin intègre la vérification des missions proposées par l'entreprise avec le diplôme ou la certification professionnelle visée. Ce que ça veut dire, c'est est-ce que l'entreprise dans laquelle votre apprenti va faire son apprentissage, est-ce que les missions qu'ils vont lui confier correspondent bien avec le diplôme ou la certification professionnelle qu'il souhaite obtenir. On ne va pas le mettre à faire le café ou les photocopies, hein, qui a un vrai objectif, un vrai projet défini qui correspond à la finalité du diplôme et de la certification visée. Le 5, ce qui concerne les objectifs évaluables. Cette fois, l'objectif 5, l'indicateur 5 pardon, change un peu. Il devient les objectifs spécifiques à la prestation sont définis et évaluables. Donc, c'est un peu, ils ont un peu modifié, ils ont précisé objectifs spécifiques. Hein, donc, et maintenant, il va falloir démontrer que les objectifs spécifiques de la formation pardon, sont bel et bien définis et comment est-ce que vous souhaitez les évaluer. Également, en ce qui concerne les certifications pro, hein, des fois c'est peut-être un peu enfoncer des portes ouvertes, pardon, mais il va falloir démontrer que les objectifs de votre formation correspondent aux objectifs fixés par la certification. Si vous faites une certification pour devenir boulanger, et que vous ne demandez pas à vos apprentis de changer une roue ou un joint de culasse, par exemple. Ensuite, le point 6, c'est un peu en lien avec le point 5. Hein. Il y a un mot qui revient beaucoup, c'est objectif. C'est que les contenus que vous allez proposer, le contenu de cours que vont voir les apprentis, les bénéficiaires, sont bien en cohérence avec les objectifs de la certification. On peut reprendre l'exemple que j'ai donné précédemment. Également, quelque chose, alors c'est pas vraiment une nouveauté, hein, à l'ISQ, on en avait déjà parlé notamment sur les PSH et on vous avait dit que ces indicateurs ça pouvait se retrouver un petit peu partout. Et maintenant, ils l'ont écrit un peu noir sur blanc. Donc, il faut prendre en compte les besoins des personnes en situation de handicap dans la conception des prestations. Voilà, si, par exemple, vous êtes une personne qui est atteinte d'un handicap visuel, eh ben, il va falloir faire des contenus adaptés et pas lui donner des projections, des vidéos à regarder s'il a un déficit visuel. Le 7, ça concerne les prestataires qui proposent donc des certifications professionnelles. Là encore, hein, il faut vérifier que la prestation que vous proposez est bien conforme au référentiel d'activité, conforme aux compétences, conforme aux évaluations de la certification visée. Hein. Il y a un peu un fil rouge entre tous ces indicateurs, 4, 5, 6, 7, hein, que tout matche bien, que ça corresponde bien avec la finalité. Et le 8, c'est le positionnement et les auto-évaluations. Vous devez démontrer l'existence, hein, le mot existence n'était pas là précédemment, ça a été rajouté. Il faut démontrer l'existence de procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. Donc, on rappelle ici ce qu'est une procédure de positionnement. C'est un procédé permettant de situer les bénéficiaires par rapport aux objectifs visés de la prestation, notamment pour des groupes de niveau, ou en vue d'adapter la prestation au profil du bénéficiaire. Et les procédures d'évaluation des acquis, c'est la vérification de la maîtrise des prérequis conditionnant l'accès à la prestation. Si vous faites une prestation, vous demandez en prérequis un niveau A2 en anglais, comment vous vérifiez que les personnes qui souhaitent rentrer dans cette formation possèdent bien le niveau A2 en anglais. Voilà, Marc, je ne sais pas si tu souhaites ajouter des trucs sur ce critère. Non, non, je crois que ce qui est important, c'est que sur la dernière partie du slide, c'est vraiment qu'il y a une précision sur qu'est-ce qu'une procédure de positionnement, puisqu'on retrouve ça, je crois que c'est dans le glossaire de mémoire, et qu'est-ce qu'une procédure d'évaluation des acquis. Donc l'auditeur pourra tout à fait, j'irai à l'envie, aller regarder l'un ou l'autre, ou les deux, mon capitaine. Très bien. Allez, je te repasse la main sur le critère 3. Qu'est-ce qui change? Alors, il y a surtout un renforcement au niveau de tout ce qui est formation par apprentissage et pas que. Dans l'indicateur 9, on nous rappelle bien quels sont les 4 ou 5 points essentiels en lien avec la réglementation sur la FOAD. On ne va pas les redétailler aujourd'hui, on n'a pas le temps. Il y a également, indicateur 9, un rappel réglementaire pour les centres de bilan de compétences. On va vraiment devoir vérifier tout ce qui est engagement déontologique. Derrière ça, sur le 11, on nous parle de processus d'évaluation. Et alors, si on se demande, mais qu'est-ce qu'un processus? Eh bien, un processus, c'est une procédure qui est définie. Donc, généralement, on peut supposer qu'elle soit rédigée, mais qu'elle est surtout complétée par des outils qui sont matérialisés. Donc, un processus d'évaluation, il y a bien
une procédure et c'est associé à un certain nombre d'outils. Et ce mot processus avec cette notion de procédure plus outil, on va le retrouver également sur un autre indicateur. Donc, on ne va pas simplement se contenter de vos explications verbales. Le 12, indicateur applicable, ça c'est une grande nouveauté aussi, c'est que pour toutes les formations de moins de 2 jours, l'indicateur 12 ne serait plus applicable. Alors, je me pose un petit peu la question parce que 2 jours en continu, on peut supposer que le risque de rupture ou d'abandon soit relativement faible. Et s'il va y en avoir, c'est généralement lié à un souci peut-être de santé, un accident, un problème de transport, etc. Maintenant, 2 jours, c'est quand même 14 heures de formation. Si c'est une formation de 14 heures qui est séquentielle et réalisée à distance, on pourrait quand même se demander pourquoi il ne faudrait pas faire attention à l'engagement des bénéficiaires sur les 14 heures. Mais bon, c'est une réflexion très personnelle et on va s'en tenir à cet assouplissement. Et je pense que ceux qui font du SST, du CACES avec des recyclages et autres seront ravis d'être dispensés de cet indicateur, en tous les cas pour les formations de moins de 2 jours. La mesure, elles sont démontrables et avec des outils. Donc, on revient avec cette notion d'outils. Il faut démontrer qu'il y a un certain nombre de choses qui existent. Le nouvel attendu, en fait, il n'y a pas. L'indicateur 13, l'attendu a été réécrit. Alors, j'ai trouvé qu'on avait fait en fait très, très simple, hein, puisqu'on nous parle de la mise en œuvre des principes de la pédagogie par alternance avec des processus itératifs. Je vous laisse apprécier la lecture. Euh, L'indicateur 13, là aussi quelque chose de nouveau et en lien avec les exemples de preuves. Pour les PSH, on nous parle d'outils de liaison sur les adaptations de la formation d'entreprise. Et oui, c'est important, c'est-à-dire que si dans l'indicateur 4, on vous demande de pouvoir appréhender dans quelle mesure vos bénéficiaires pourraient être en situation de handicap et donc avoir besoin d'aménagement, dès lors qu'on est sur de l'alternance, eh bien, la partie entreprise doit être prise en compte. Et donc, en gros, comment allez-vous informer l'entreprise éventuellement d'aménagement, peut-être du poste de travail du bénéficiaire? C'est vrai que ça apparaît dans les éléments de preuve, mais c'est une évidence et qu'on n'a peut-être pas toujours allé regarder si cet aménagement allait au-delà de la simple prestation de formation, mais que ça allait également découler sur les missions en entreprise. Derrière ça, nous avons également indicateur 14, je pense que c'est louable, un renforcement de la partie glossaire sur qu'est-ce que l'accompagnement socio-professionnel éducatif. Je vous invite, pour ceux qui sont concernés, ça ne concerne que l'apprentissage, eh bien, à bien regarder tout ça pour voir dans quelle mesure vous êtes vraiment en phase et de rappeler que sur tout ce critère 3, eh bien, cette fois-ci, les 14 missions, à l'exception de 2, sont clairement nommées dans les obligations spécifiques. On a la 1, le 2, le 4, le 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Il doit manquer le 3 et le 12. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ben, ça veut dire que le jour de l'audit, l'auditeur va vraiment regarder mission par mission, j'ai envie de dire presque avec l'arrêté correspondant qu'il est défini. Donc c'est vrai qu'on peut attendre ici de la part d'auditeurs une plus grande vigilance pour s'assurer que chacune des missions sont bien respectées par les centres de formation par apprentissage, même si on sait que ces missions, on va les retrouver également dans le critère 1, dans le critère 2 et dans d'autres critères, mais en tous les cas, elles sont clairement fléchées ici sur le critère 3. Et dans le 4, Raphaël, Alors, dans le 4, on a eh l'indicateur ben, pot 17. pourri en plus, 4, 5, 6, on a essayé d'aller vite. C'est ça, on a bien regroupé. Alors le 17, donc c'est le seul indicateur sans changement. Le 17, c'était la mobilisation des moyens humains et techniques. Donc là-dessus, aucune modification. Pour le 19, ce qui reprend un peu ce que tu as dit dans le 9, l'obligation spécifique pour la FOAD. Si vous faites des formations en tout ou partie à distance, vous devez respecter la réglementation. Donc il y a un article du Code du travail qui détaille ce que vous devez respecter. Donc maintenant, c'est écrit noir sur blanc sur le guide. Ensuite, on a l'indicateur 20 qui est également modifié. C'est au niveau des actions mises en œuvre en faveur de la mobilité et de l'accompagnement des PSH. Précédemment, il suffisait juste, vous disiez, alors mon référent handicap, c'est Marc Verger, et la personne qui est chargée de la mobilité et de l'accompagnement, c'est Raphaël de Saméros. Maintenant, il va falloir faire ça, mais également prouver, fournir des éléments, non, des exemples de preuves, pardon,
des exemples de preuves qui disent, voilà, pour favoriser la mobilité nationale et internationale, on a ça. Pour favoriser l'accompagnement des PSH, on a ça, on a ça. Un peu plus loin dans l'indicateur. Le 21, c'est la vérification des compétences et non plus évaluation. Hein. Le mot a changé. Hein. On ne demande plus d'évaluer la performance de vos intervenants, mais bien de vérifier les compétences. Le 22, nous avons une modification au niveau de l'attendu. Précédemment, le 22 qui nous disait mettre en place un plan de développement de compétences pour le personnel. Désormais, l'indicateur 22, c'est mobiliser les différents leviers de formation pour entretenir les besoins en formation professionnelle de vos formateurs, de de tout le personnel dédié à la formation pro. Ensuite, on a regroupé le 23, le 24 et le 25. Il y a une modification de l'ANSEE au niveau de ces trois indicateurs de veille. L'absence d'exploitation de la veille, pardon, donnera lieu à une non-conformité mineure. Également, ce qui change, il faut maintenant démontrer la veille, sa prise en compte et sa communication. Vous faites de la veille, vous regardez sur les différents canaux, vous enregistrez tout dans un dossier, un beau tableau, etc. Mais ensuite, qu'en est-il? Est-ce que ça reste dans votre ordinateur ou est-ce que c'est diffusé à vos équipes, à vos formateurs, à votre responsable pédagogique? Comment vous faites pour communiquer toute la veille que vous faites ou est-ce qu'elle reste dans votre ordinateur? Ensuite, également, le point 26 hein, sur une précision à apporter sur les modalités de mobilisation du réseau en faveur des PSH. Encore une fois, précédemment, on vous demandait d'avoir une liste des acteurs mobilisables. Bien souvent, c'était juste on a un contact, un mail, un téléphone, et voilà. Mais il va falloir maintenant aller plus loin, des précisions sur les modalités de mobilisation du réseau. Voilà, si vous avez un PSH qui arrive, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Et comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas juste l'expliquer à l'oral, dire on va faire ci, on va faire ça, machin. Il faut voilà, l'écrire, le préciser, l'importer. Alors, je rajouterais ici, en fait, peut-être quelques éléments. L'évolution de la non-conformité est relativement importante, hein, puisqu'on s'aperçoit que l'absence d'exploitation de la veille ne représente qu'une non-conformité mineure, alors que peut-être que par le passé, elle pouvait être considérée comme majeure. Deuxième point important, c'est que la veille, bien évidemment, ben, cette obligation existe toujours. Sa prise en compte, on en parle un petit peu moins, mais c'est surtout en fait la diffusion et ou la communication. Et si on ne fait référence qu'à l'indicateur 23, que le dirigeant ou que le service qualité soit informé des évolutions réglementaires, c'est une chose, ça va démontrer votre veille. Maintenant, vous allez également devoir démontrer comment, eh bien, en tant que dirigeant, en tant que service qualité, vous avez informé et sensibilisé les parties prenantes concernées dans votre organisation. Et sur le 26, là aussi, c'est vrai que Raphaël l'a dit, hein, hier, on se contentait très souvent d'une liste de prestataires, j'ai même envie de dire sans vérifier s'il était exact d'ailleurs, peut-être. Et derrière ça, de voir s'il y avait eu des PSH pour lesquels vous aviez mis en œuvre un certain nombre de choses. Par contre, ici, et c'est un petit clin d'œil à ce que moi j'appelle la continuité opérationnelle, c'est que si vous deviez avoir un référent handicap demain, mais qu'il éternue un peu trop fort et qu'il soit absent, eh bien, comment est-ce que vous allez pouvoir démontrer que les modalités de mobilisation du réseau ont été formalisées pour permettre, eh bien, en l'absence peut-être de la personne en charge du handicap, eh ben, de permettre de pouvoir solliciter, donc d'être vraiment en autonomie, donc ce qu'on peut appeler la continuité opérationnelle. Très bien. Et je te laisse finir sur 30, 31, 32. Oui, alors 30-31, bah, toujours pareil, hein, la fameuse addition à laquelle je n'ai toujours pas trouvé la solution arithmétique à minima, que 30 plus 31 font bien 32. Le 30, on nous parle bien aujourd'hui, on nous parle d'un système de collecte. Enfin, on parlait hier d'un système de collecte et aujourd'hui, on parle de sollicitation. Donc, on doit démontrer que nous sollicitons les parties prenantes. Il est précisé pour le CBC indicateur 30, là il y a un nouveau point important. Seuls les bénéficiaires et les équipes pédagogiques sont concernés. Bon, ce qui était, je dirais, presque une évidence, mais au moins c'est écrit. Derrière ça, on nous précise qu'une non-conformité mineure est caractérisée par l'absence de sollicitation d'une partie prenante.
Donc, mathématiquement, si vous deviez ne pas solliciter deux parties prenantes, nous pourrions certainement conclure à une non-conformité majeure. On vous rappelle bien évidemment que dans l'indicateur 30, vous devez également démontrer que vous avez un système de relance. Donc, il faut non seulement solliciter, en cas de non-réponse, je dois démontrer que j'ai relancé. Vous n'avez pas pour autant d'obligation de résultat, mais si vous démontrez que vous avez bien sollicité et relancé une ou peut-être deux fois, là, vous seriez en conformité. Évolution essentielle, majeure, et enfin, ils ont pris en compte les réalités du terrain, celles que nous vivons tous les jours avec nos financeurs, que nous sollicitons et qui ne nous répondent pas. Eh bien, aujourd'hui, soit vous sollicitez vos financeurs et il est précisé qu'une fois par an semble pertinent pour eux, en tous les cas. Et bien derrière ça, en fait, à défaut de les solliciter, vous pourriez simplement démontrer que vous êtes en contact avec ces financeurs et que vous participez à certains de leurs webinaires. Donc, c'est vrai que bah, si vous avez inscrit, par exemple, les principaux OPCO dans votre liste de veille en étant connecté à leur newsletter et que si vous pouvez démontrer que vous avez assisté à un webinaire de l'OPCO EP, d'Atlas et de tous ces financeurs, eh bien, vous seriez en conformité et on n'irait pas vous embêter pour savoir si vous avez bien envoyé des mails et si vous pouvez retrouver les mails de sollicitation et de relance. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bien évidemment, je l'ai déjà dit, hein, mais on doit bien démontrer que nous relançons. Donc, c'est vrai que nous sommes allés très vite. Hein, c'était juste pour mettre en évidence bah, quels sont les principaux changements. Alors, quelles conclusions avant que les fêtes de fin d'année arrivent? Euh, Simplement rappeler que, ben, d'un côté, organisme, on a une certaine, on doit garantir une double conformité. Hein, la conformité avec le référentiel national de qualité, ça c'est pour ceux qui sont certifiés. Maintenant, gardons à l'esprit qu'il y a un prérequis pour pouvoir être certifié, c'est que il faut bien sûr toujours avoir son NDA actif. Donc, il y a également besoin d'assurer, de garantir une conformité réglementaire au risque de perdre votre droit d'exercer une activité de formation professionnelle. Derrière ça, je pense, et nous pensons à l'ISQ qu'avec cette V8, c'est plus le question-réponse et l'arrêté du 31 mai, vous ne devriez en fait avoir aucune difficulté demain lors d'un audit à démontrer que vous avez bien mis en place une veille et qu'en plus vous avez pu diffuser l'information. Donc normalement, l'indicateur 23 devrait être en phase si vous mettez en conformité avec cette évolution. Et aussi de rappeler, puisque c'est un petit peu souvent ce dont certains se plaignent, le référentiel national qualité est bien un référentiel collectif. Il s'applique à tous, quel que ce donc bah, qu'il soit donc national, indépendamment de votre lieu d'implantation, y compris chez nos amis corses, y compris dans les dom-toms, c'est bien le même référentiel et également indépendamment de votre structure, c'est-à-dire qu'un organisme de formation multisite qui va faire qu'à 50 ou 100 millions d'euros sera audité et est bien audité avec la même exigence qu'un organisme Marc Verger Formation qui va faire 120 000 euros, même si, heureusement, le préambule précise que l'auditeur doit adapter son interprétation aux prestations proposées. Et on peut aussi supposer qu'il y aura peut-être un certain temps d'appropriation par les certificateurs de ces exigences. On pourra comprendre que dès le 25 janvier, tout ne soit pas au carré, bien évidemment. Donc, il y aura peut-être un petit laps de temps de surbienveillance quant à votre appropriation, votre mise en œuvre. Maintenant, on ne va pas dire que cette surbienveillance devrait durer plus que quelques mois. Merci Marc. Et maintenant, le fameux temps de questions-réponses, comme d'habitude, quelques questions à la fin de ce webinaire. Ok. Alors, on a pas mal de questions. Je vais les faire dans l'ordre chronologique de la présentation. Des questions d'ordre général. Euh, on nous précise que dans la V7, il était indiqué que les formations certifiantes se définissaient comme celles inscrites au RNCP. Et du coup, on nous demande si c'est toujours le cas dans la V8.
Oui, il faut bien faire attention et bien lire les deux documents. Il y a formation certifiante et il y a certification professionnelle. Donc, en tous les cas, il n'y a pas de retour en arrière. Les indicateurs 3, 7 et 16 concernent toujours tout ce qui est au RNCP, non pas au RS. Très bien, merci Marc. Sur la notion de nouveaux entrants, euh, on nous demande si il y aura des changements sur ce statut et cette appellation après le 24 janvier, du coup. Non, enfin je ne pense pas, mais après ce sont peut-être mes yeux, hein, même si j'ai des lunettes. A priori non, on vous rappelle que c'est l'arrêté du 31 mai hein, qui a renforcé, en tous les cas, enfin qui a permis d'avoir une plus grande visibilité et clarté de ce qu'est un nouvel entrant. Je pense qu'on retrouve quelques éléments dans le question-réponse, mais qui ne font simplement qu'enfoncer les portes ouvertes, donc de rappeler l'arrêté du 31 mai. Et il est vrai que je crois que le préambule de la V8 rappelle également ce qu'est un nouvel entrant. Donc, rien de nouveau sous le soleil, à mon sens, pour ce point-là. Ok, merci. Je vais passer sur le critère 1. Euh, Yes. et alors, on a pas mal de questions sur la date, en fait, la date d'enregistrement, qui n'apparaît pas, en fait, dans la fiche RNCP. Et du coup, on nous demande comment faire et est-ce que la date de caducité pourrait convenir, par exemple? Bon, on rappelle hein, qu'on est sur un webinaire et qu'un certificateur, que ISQ certification N, n'a pas le droit de donner de conseils. On va quand même donner quelques explications de texte. Alors nous sommes tenus, certificateurs et audités et certifiés, nous sommes tenus de respecter, nous en tenir à ce qui est marqué dans le guide de lecture. On nous dit que pour les formations certifiantes, donc c'est RSRNCP, l'information mentionne le libellé exact, le code, le nom du certificateur et la date d'enregistrement. Donc, s'il est noté la date d'enregistrement, même si nous pensons qu'il serait plus pertinent de mettre quelle est la date d'échéance, le législateur a noté la date d'enregistrement. Et si ce n'est pas présent sur la fiche de France Compétences, c'est pour cette raison que tout à l'heure j'ai évoqué qu'un simple lien de redirection sur la fiche de France Compétences ne serait a priori pas suffisant parce que toutes les informations n'y sont pas. Donc la question est comment allez-vous démontrer à l'auditeur que vous communiquez bien sur ces quatre informations obligatoires. Donc on peut supposer que vous allez devoir faire quelque chose sur votre communication, vos fiches téléchargeables, votre Internet, votre brochure, que sais-je encore, mais vous allez devoir vous assurer qu'on a bien tous les éléments. Super, merci Marc pour ces précisions. Toujours sur le critère 1, on nous demande si les formations qui sont éligibles au CPF entrent dans le champ de l'audit. Je suis un peu surpris de la question, C'est la question, oui. euh, puisque justement, la certification, c'est pour que vous puissiez bénéficier de fonds publics et que vous puissiez aller Voilà. chercher l'argent du CPF. Donc, bien évidemment, les formations qui sont financées ou cofinancées hein, avec un abondement entreprise ou personnel, sont tout à fait alors éligibles en tous les cas à être échantillonnées si tant est qu'elles soient représentatives de votre activité. Si vous faites 1 million de chiffre d'affaires et que vous avez juste, je sais pas moi, 5 000 € de chiffre d'affaires avec le CPF, il est fort peu probable que l'auditeur ira regarder cette formation sur le CPF, sauf s'il estime qu'il est intéressant d'avoir un échantillonnage qui couvre l'ensemble des financements. Mais a priori, ce serait assez peu probable, malgré tout. Très bien, merci, merci pour cette précision. Je passe sur le critère 2. Alors, le critère 2 est notamment des questions sur les personnels en situation de handicap. On nous demande en fait comment finalement on peut intégrer toutes les adaptations qui sont demandées euh, sur l'ensemble du périmètre, ou est-ce que c'est seulement si un PSH est inscrit? Bah, là aussi, ça va relever un petit peu du conseil, mais on va essayer simplement de faire preuve de bon sens. Soit vous avez identifié, de par votre connaissance du monde du handicap, un certain nombre d'aménagements que vous pouvez mettre en œuvre indépendamment de l'accueil ou du non-accueil de PSH. Typiquement,
vous savez que eh bien, la dyslexie fait partie, en tous les cas, d'un des handicaps qui est très souvent retrouvé. Eh bien, vous pourriez peut-être décider que dans la conception de vos outils, vous imposez aux formateurs l'utilisation de caractères qui vont faciliter la lecture à un dyslexique, par exemple, une grosseur de caractère. Bon, voilà. Donc, vous pouvez le faire au niveau de la conception, indépendamment de l'accueil, du non-accueil d'un PSH. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez aussi peut-être travailler, il y a un certain nombre de réglementations là-dessus, à une accessibilité numérique de votre site Internet. Et aujourd'hui, vous avez quelques fonctionnalités qui existent, hein, où vous pouvez avoir une loupe intégrée lorsque la personne va naviguer sur votre site. Vous pouvez également avoir derrière ça quelque chose qui va lire en fait ce qui est écrit pour une personne qui serait malvoyante. Donc, il y a pas mal de choses que l'on peut faire, indépendant de l'accueil, nouvelle fois, de l'accueil ou du non-accueil. Deuxième alternative, c'est de se dire, ben voilà, lorsqu'une personne nous sollicite, je vais m'enquérir auprès d'elle si elle a besoin d'un aménagement pour quelques situations, alors de handicap ou situations difficiles. Un handicap peut être aussi momentané, hein. Je me fais, je ne sais pas moi, je me suis cassé une jambe, enfin bref, peu importe, ça va être une sorte de handicap, mais qui est lui, c'est pas du RQTH, hein, c'est un handicap, on va dire, momentané. Et donc, je vais eh bien, analyser quels seraient les besoins d'aménagement à mettre en œuvre. Et donc, je vais le faire au coup par coup. Donc, ça peut être un mix des deux très souvent. Aujourd'hui, il y a généralement un mix des deux dans beaucoup d'organismes de formation. Très bien, merci Marc. Bah, du coup, ça répond également à une autre question sur l'accueil des PSH. On nous disait que la personne n'avait pas eu l'opportunité d'accueillir une personne en situation de handicap sur l'année, et donc comment remplir les obligations des indicateurs concernés. Ah bah, alors, juste pour aller un pas plus loin en fait là-dessus, merci Benjamin d'avoir en fait pris la peine de lire cette question qui est très importante. En fait, avec Calliope, bien évidemment, nombre de prestataires nous disent mais nous n'avons pas accueilli depuis 1 an, 2 ans de PSH. Et je pense que Raphaël dans ses audits a à peu près exactement le même discours. Et dans mes vies antérieures, j'ai assez peu accueilli de PSH dans mes organismes de formation. Oui, c'est vrai, mais Calliope vous demande d'être dans les starting blocks. Donc, c'est bien pour ça que Indicateur 26, vous devez identifier des partenaires vers qui vous retournez. C'est pour ça qu'on vous demande aujourd'hui, ce qui est nouveau, quelles sont les modalités de mobilisation de votre réseau de partenaires si un grand si en majuscule, vous êtes amené à accueillir demain un PSH. Donc, en fait, vous devez être dans les starting blocks, prêts à mettre en œuvre un certain nombre de choses que vous avez définies. Et il se peut que vous n'en accueilliez pas avant votre audit de surveillance. Mais vous êtes au moins prêt. Merci Marc. Je passe au critère 3. Oui, Euh, notre- oui, sur l'indicateur 12, la question de la durée de la formation. Euh, on nous demande en fait 2 jours en équivalent heure. Est-ce que c'est 14 heures? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est égal? Bah, en fait, c'est là où on dit quelquefois on a besoin un peu du guide de lecture, du guide de lecture. Et Mhm. c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, une journée d'audit dans la norme, c'est entre 7 et 8 heures. On sait on va dire qu'une journée, normalement, aujourd'hui, c'est 7 heures, hein, si on se base sur les 35 heures. Donc, on peut supposer qu'on soit sur une durée de 14 heures. Ok, merci. Alors, sur l'indicateur 11, toujours sur le critère 3, on nous demande, faut-il obligatoirement avoir un carnet de notes? Bon, alors, on va partir du principe que la question est posée par un organisme que moi, je vais classer dans l'éducation, donc du post-bac. Bah, je peux supposer, si on parle d'un carnet de notes, est-ce que il faut y avoir des notes? Non, 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 non. En fait, vous devez démontrer qu'il y a un processus d'évaluation. Une évaluation ne vous conduit pas forcément à mettre une note. Vous pourriez très bien mettre, comme certains le font sur des compétences, non acquis, acquis, en cours d'acquisition. Il n'y a pas de note. Mhm. En fait, vous devez vraiment démontrer qu'il y a bien en fait des évaluations et que les évaluations sont matérialisées par des outils. C'est-à-dire que si je dis que demain je fais, je ne sais pas moi, une mise en situation, ben, vous allez devoir me montrer ben, quelle est la mise en situation. Donc elle doit être prévue, elle doit être rédigée, il doit y avoir une instruction donnée à l'intervenant sur
quelle est la mise en situation que je vais mettre en œuvre, quel est le rôle de l'animateur s'il intervient dans la mise en situation, quel est le rôle éventuellement du ou des participants, et derrière ça, éventuellement, même quelle est la grille qui permet d'apprécier si ce que l'on veut évaluer dans le cadre de mise en situation est bien acquis ou pas acquis. Et il n'y aura pas forcément de notes. Mhm. Merci Marc. Il nous reste assez peu de temps. Il y a eu beaucoup de questions. Juste, je précise deux choses. Oui, le webinaire, le support et le replay vous seront envoyés par mail à l'issue de cette édition. Vous retrouvez sur notre chaîne YouTube l'ensemble des replays de l'ensemble de nos webinaires. Et si jamais votre question n'a pas été traitée et que vous souhaitez aller plus loin dans votre questionnement, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à l'adresse info@isqcertification tout attaché au singulier.com. Voilà, j'en reviens à ma petite liste de questions, juste Marc. Euh, alors, sur les critères, je vais essayer d'en prendre une sur la slide critère 4, 5, 6 et une autre sur la slide du critère 7. Donc, sur les critères 4, 5 et 6, un cas spécifique, en fait, d'un CFA hors les murs qui dispense des formations dans plusieurs régions. Et du coup, en fait, on nous demande si la communication sur le taux de réussite doit être globale, donc au niveau national ou régional, et ou les deux. De toute façon, alors, si on prend un Serjeune, ça remonte à l'établissement. Donc, par déduction, ça va être du national. Après, c'est vrai qu'en tant que bénéficiaire, donc ça, je vais dire, ce serait plutôt le réglementaire. Après, d'un point de vue marketing, euh, c'est vrai que si Marc Verger, annécien d'origine, veut aller se former à Annecy, mais il serait peut-être intéressé de connaître quel est le taux de réussite sur l'établissement d'accueil d'Annecy. Parce que qu'il y ait 95% de taux je dirais, d'obtention de la certification d'un point de vue au niveau de la moyenne nationale, c'est bien, mais on sait, pour mes quelques cours de statistiques, qu'il y a toujours un écart type, 95% au national, peut-être qu'il y a que 75% à Annecy. Et en tant que bénéficiaire, je me dire, 75%, c'est peut-être pas forcément ce que je veux. Donc, en tous les cas, on ira plutôt voir quand même le national en tant qu'auditeur. Ok, très bien. Merci Marc. Et une dernière question donc, sur le critère 7 et qui concerne essentiellement les OPCO, forcément. Donc, on nous demande, alors déjà, on nous demande comment solliciter les OPCO. Et on nous demande aussi, en parallèle de ça, si la sollicitation aux OPCO, en fait, est toujours obligatoire ou non. Ben, alors, là aussi, je pense qu'on doit manquer de contexte pour comprendre la question. Hmm. Comment est-ce qu'on sollicite les OPCO? Alors déjà, la liste des OPCO, vous faites OPCO sur Google et Google vous dira quel est leur site internet et leur point de contact avec des points de contact nationaux et ou régionaux. Et après, tout dépend de sur quelle thématique vous souhaitez solliciter un OPCO. Donc là, j'ai un peu de mal à répondre quant à sur cette question. Voilà, mais les OPCO sont joignables. Alors, je sais pas toujours facile par téléphone, mais voilà, mais Internet vous donnera toutes les informations nécessaires. Ok, merci Marc. Une petite question bonus clin d'œil à Raphaël, Ouais. qui n'a rien à voir. Une question sur le logo Calliope. D'accord. On nous demande si le logo sur un footer de site web, c'est valable ou non. Faut faire attention, faut faire attention. Ok. Oui, c'est vrai que Raphaël, il y aura des frustrés. Tu n'as pas parlé de logo. Et pour le Ouais, clin d'œil on va partir. le clin d'œil du logo et du footer, gardez à l'esprit que si votre footer est inamovible, même si là, on va peut-être mettre en avant l'interprétation de l'auditeur. Si votre logo, si tant est qu'il ait bien la phrase associée, hein, Raphaël S, maître S logo, nous rappellerait, c'est vrai que si votre footer est inamovible, si je vais me promener sur formation en management, en vente et que c'est toujours en bas, un auditeur pourrait très bien estimer que votre logo est associé à une définition d'action et auquel cas vous seriez en non-conformité.
Voilà, ça, c'est pour le site. Moi, ce que j'ai retenu, Benjamin, c'est que tu nous as dit qu'il y avait beaucoup de questions. Alors, je reboucle avec ce que j'ai pu dire en préambule. Ce qui serait peut-être intéressant pour l'ISQ, c'est de réfléchir à deux alternatives et on va dire que le foie gras et le saumon et le champagne vont nous laisser le temps de réfléchir à la question. C'est peut-être soit de reproposer un webinaire un petit peu comme on a fait il y a un mois ou deux avec questions-réponses et on pourrait solliciter les participants en amont avec leurs questions pour essayer simplement de répondre à des questions très concrètes qu'ils se poseraient. Peut-être qu'on pourra aussi télécharger la liste des questions auxquelles on n'a pas répondu ici et ou de réfléchir peut-être à avoir un séquencement différent sur le mois de janvier avec deux ou trois peut-être webinaires en regroupant un ou deux critères pour être beaucoup plus, aller plus dans le détail puisque bien évidemment en 1 heure on ne peut pas le faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout, bien, remercier Benjamin, deux, remercier Raphaël. Louis ne doit pas nous regarder, bien évidemment, pour ce webinaire. Souhaiter à l'ensemble des personnes qui nous ont suivis, eh bien, en tous les cas, une belle fin d'année, de belles fêtes de fin d'année. Et nous verrons si Marc Verger vous retrouve. Raphaël, c'est sûr, mais Marc Verger, c'est une bonne question. L'année prochaine, pour des webinaires avec l'ISQ. Merci à tous. Passez de bonnes fêtes. Bonne fête et Ok, allez, belle fin d'année. Ciao, ciao.